Bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième Insider. Comme on l'avait dit lors du précédent Insider, l'objectif des Insiders, ça va être maintenant de présenter les différents travaux des GT. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir une présentation sur le GT IA. Donc aujourd'hui, comme la dernière fois, un petit temps d'actualité très rapide pour vous donner les dernières news sur le campus et le studio des communs. Et puis ensuite, on laissera la parole à Maxime de Graverin et à Françoise Soulier, qui sont les coordinateurs du GTIA, qui pourront nous présenter l'avancée des travaux et leurs conclusions. Et puis, tout à la fin de cet entretien, nous aurons un temps de questions-réponses. Et pour que ça se passe de manière la plus fluide possible, on vous invite à poser vos questions dans l'espace, dans le chat, hein, et on repérera les questions au fil de l'eau pour pouvoir y répondre à la fin de cette présentation. Donc tout de suite, pour commencer cet Insider, on va aller sur la partie actualité et je vais laisser la parole à Yann Bonnet. Bonjour, bonjour à tous. Merci, Fabien. Très heureux, hein, d'avoir ce deuxième insider avec ce beau sujet où, on fait rencontrer 2 mondes, hein, le monde de la cyber et le monde de la data science, au travers du campus cyber et voilà, c'est vraiment super. Alors en termes d'actualité, on est, plusieurs sujets, l'ouverture du campus, donc va commencer à partir de la deuxième quinzaine de février. Donc comme on l'avait indiqué, ça va être progressif, hein, parce qu'on va accueillir, progressivement les plus de 1 500 experts, sur le site. Donc on est en train d'organiser avec, l'équipe du campus des sessions d'onboarding. Donc les premiers résidents, vont recevoir, un mail là aujourd'hui ou dans les prochains jours, pour, leur indiquer leur session d'onboarding. Ah donc ça, c'est une très belle étape. Ça se concrétise, voilà, on va pouvoir accueillir les premiers résidents. Concernant l'inauguration, parce qu'il y a beaucoup de questions sur le sujet, voilà, on n'a pas encore de certitude, vis-à-vis de la date, donc on imagine que ça sera probablement courant février. On a beaucoup de questions sur les invitations, donc ça, c'est l'Élysée qui gère les invitations et voilà et donc il y aura, on vous tient au courant, dès qu'on a, plus de précisions. Hem, 3e point, je passe vite, le la 3e augmentation de capital, vous le savez, est en cours. On essaye d'avancer, sur le sujet d'ici, mars. Je pense qu'on a déjà plus d'une trentaine de nouveaux, membres associés qui souhaitent rentrer, dans la gouvernance du campus, donc c'est plutôt, aussi une très bonne nouvelle. Aussi pour info, on est, très actif sur 2 types de recherche de financement. Un AMI sur les compétences et métiers d'avenir, qui a été, publié en décembre, et donc qui nous permettrait de concrétiser, une grande partie du travail qui a été, produit par, le GT, formation. Hem on est aussi, très actif sur, un financement européen, donc EDIH, European Digital Innovation Hub, sur lequel, les 2 cibles qu'on vise, c'est les PME et les collectivités et là aussi, on a, des échéances très courtes, hein, dans les 2 cas. Il faut qu'on dépose les dossiers d'ici, fin février et pour l'AMI, on aura d'autres créneaux aussi, par la suite, plutôt en juillet. Donc on vous tient au courant, là-dessus. Et enfin, la dernière nouvelle, voilà, l'équipe de la communication du campus, est en train de travailler, en train de finaliser, une nouvelle version du site web du campus qui devrait, être publiée, si tout se passe bien, courant février. Donc voilà, en gros pour les points d'actualité et je te repasse la parole, Fabien, pour la suite. Merci. Merci Yann. Juste les petites actus du studio des communs de la cyber. Donc on a un premier recrutement qui va nous rejoindre le 1er avril et on en est très content parce que ça va pouvoir donner un peu d'oxygène aux coordinateurs et aux GT. Donc un de ces rôles, ça va être de soutenir l'animation des GT et en même temps de faire de la gestion de projet. On les avait annoncés un peu plus tôt dans l'année, le lancement des nouveaux GT, mais on a décidé de reculer ce lancement pour se concentrer sur l'inauguration. Donc les prochains GT seront lancés plutôt courant mars. Je sais qu'on a reçu beaucoup de demandes à ce niveau-là, mais c'est juste, on préfère assurer une belle inauguration, une belle ouverture.
Dernier point, on en avait parlé aussi, le wiki. Donc, on va lancer le développement pour un wiki des commandes d'Aciber ces prochains jours. On espère avoir une ouverture de ce site courant février, voire début mars. Et puis, on a beaucoup de GT qui arrivent à première livraison de leur livrable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va pouvoir d'ailleurs en parler pour le GT IA qui a déjà produit au moins 2 livrables et qui vont sortir, pareil, je pense, ce premier trimestre 2022. Et on est vraiment très impressionné et très content de voir la qualité des livrables et le niveau d'implication de chacun. Je vais pouvoir, sans transition, donner la parole à Françoise et Maxime. Normalement, vos micros fonctionnent et vous avez la main sur la présentation pour pouvoir passer les slides à votre convenance. Et, donc, je vous laisse faire pour nous présenter donc, ce qui s'est passé depuis début d'année dernière, je crois, mars l'année dernière, sur le GT IA. Super, merci Fabien, merci Yann pour l'introduction et bonjour à Françoise. Pour une fois, on n'a pas encore échangé aujourd'hui. Donc rapidement, on va vous présenter qui travaille sur le GT IA et cybersécurité, parce que c'est assez intéressant de voir la richesse, la diversité des profils des entreprises qui contribuent et nos principaux objectifs. Françoise vous fera un feedback sur les premiers cas d'usage et comment on s'est organisé pour capitaliser dessus. Et puis, je vous ferai un feedback sur comment la cyber peut intervenir sur les projets d'IA de manière pertinente en partageant avec vous un peu les premières conclusions du livrable EBIO-CRM qu'on a fait sur le sujet. Alors, pour aller vite, hein, donc en rappel du contexte, on a un contexte qui est extrêmement favorable en France sur les questions de cybersécurité et d'IA. Il y a des pénuries dans les deux domaines, mais en fait, les deux domaines peuvent s'aider. Et il se trouve qu'on a plein de super ingénieurs, super techniciens dans ces deux environnements-là. Donc, d'où la richesse, finalement, qu'on voit, nous, au travers avec des différents workshops qu'on peut mener avec Françoise, avec l'ensemble des participants. C'est la rencontre de deux univers qui ont des approches différentes, qui ont parfois des mêmes mots, mais avec des sens différents. Donc, c'est intéressant de mettre ça en commun et de pouvoir dialoguer. D'où le premier axe, qui est vraiment un axe sur l'éducation autour de l'intelligence artificielle pour que la communauté cyber se rapproche un petit peu de la compréhension de ce qui est possible de faire en machine learning essentiellement, et puis voir un petit peu comment contribuer. On a un deuxième enjeu qui est sur l'accélération des projets, de l'adoption des projets IA dans les entreprises, que la cybersécurité soit exemplaire et soit un accompagnateur, un facilitateur, et non pas un frein. On sait que quand on parle de machine learning, on parle beaucoup de data. Prêter ces data, les exposer, les partager, c'est pas forcément simple pour une entreprise qui a des fortes contraintes cyber. Donc, on essaie de résoudre cette problématique-là. Et puis, évidemment, développer des cas d'usage au profit de la cyber. L'enjeu d'automatisation, William en a déjà beaucoup parlé avec son grand défi cyber, est un énorme enjeu sur notre domaine d'expertise. L'analyse en fait, qu'on mène dans le groupe de travail, elle est assez simple. On regarde comment on peut protéger les IA et comment on peut utiliser l'IA au profit de la défense, finalement, de la protection de la défense. Donc, vous avez là les principaux livrables qui ont été identifiés. Les deux sur lesquels on va faire un focus, c'est le livre blanc donc sur les cas d'usage IA pour la cybersécurité, qui se veut un snapshot qui va amorcer un catalogue qui sera mis à jour en continu sur le campus, probablement sous forme de wiki, ça sera à voir comment on fait vivre tout ça derrière, mais l'objectif, c'est que chacun puisse contribuer et rajouter sa petite brique sur ce sujet-là. Et on a un deuxième livrable qui va dans la continuité que Françoise présentera, qui est la Sandbox IA, qui est pour faire joujou, finalement, faire des expérimentations, développer des contenus. Et le deuxième livrable papier donc, que je vous présenterai, qui est comment utiliser, dérouler une méthode EBIO-CRM sur les sujets d'intelligence artificielle. Alors, qui contribue? Je ne vais pas rebalayer tous les noms. En tout cas, on a des gens qui contribuent beaucoup. On était parti sur une contribution d'environ une demi-journée par mois, et dans la pratique, c'est plutôt par semaine, voire plus pour certains qui travaillent dans des sous-groupes de travail, sur des workshops avec beaucoup de contenu. On travaille sur les méthodologies, les méthodes, les algorithmes, les typologies de données qu'on peut exploiter. Donc là, on a quand même une grande richesse qui est partagée. Il y a des gens qui viennent du monde universitaire, de la recherche, des startups,
des grands industriels, cabinets de conseil. On a aussi beaucoup de bénéficiaires qui sont représentés dans ce GT. Et c'était une volonté, puisque les bénéficiaires, au-delà d'être bénéficiaires, ils ont aussi les data. Et on a besoin de beaucoup de data pour adresser le sujet. Je te laisse la main, du coup, Françoise, pour présenter l'idée de cette sandbox. Alors, l'idée de la sandbox, en fait, elle est tout simplement de mettre à disposition donc, un commun de la cyber qui va permettre à la communauté cybersécurité, tout simplement, d'expérimenter sur des applications cyber avec des technologies d'IA. Donc, on a essentiellement prévu 3 vagues. La première vague, ça va être d'installer une sandbox avec des données open source. Donc, on s'affranchit des difficultés de la protection des données, bien sûr. Et là, c'est un mode bac à sable en SaaS. C'est-à-dire que les données seront sur le cloud puisqu'elles peuvent être complètement accessibles. Une deuxième étape, ce sera d'expérimenter de premières expérimentations sur le campus en mode, on va dire, test before invest. C'est-à-dire, vous avez une idée, vous avez envie d'expérimenter, vous avez des données qui sont pas trop sensibles ou qui sont anonymisées, et vous venez sur la plateforme, vous testez vos idées on-premise, donc sur un serveur du campus, pour vous valider en gros la validité de vos idées, et puis ensuite vous rentrez chez vous et vous éventuellement vous investissez pour développer votre cas. Le troisième étape, ce sera dans le cas où les données sont extrêmement sensibles, ne peuvent pas sortir de l'entreprise qui a le cas d'usage en quelque sorte, et là on posera la plateforme on-premise chez le bénéficiaire. En gros, le timing de tout ça, c'est à l'ouverture du campus, ce sera la première phase, donc en mode SaaS. On pourra peut-être arriver jusqu'à on-premise sur le campus à la toute fin de 2022, puis après, ce sera en 2023. Donc, un commun de la cyber accessible à tous les membres. Voilà l'idée. Alors, pour ça, il nous faudrait, ce qu'on cherche, c'est en fait une solution souveraine pour répondre à ce besoin. On a regardé la solution Aleia, qui est ici représentée de façon rapide, hein, où il y a tous les outils pour développer une application d'IA. Autrement dit, ce qu'on dit, c'est on va partir d'une plateforme pour l'IA et on va mettre là-dessus ce qu'il faudra pour qu'un cas cyber puisse être développé dessus. Donc, par exemple, des données cyber ici, peut-être des algorithmes spécifiques là, puis ensuite toute la mécanique standard. Donc, voilà où on en est. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé pour faire émerger des cas d'usage. Donc, Maxime, je ne sais pas si tu veux que j'explique ça. Donc, en gros, on a un framework ici qui va permettre donc de classifier les différents cas d'usage en termes d'activité cyber, hein, donc la gouvernance, l'évaluation, la sécurité ou la cyberdéfense, et en termes d'objectifs de sécurité. Donc, ces catégorisations de cas d'usage, ça va nous permettre donc de remplir cette matrice. Et le but, c'est d'enrichir progressivement ce catalogue pour que quand quelqu'un veut développer quelque chose, bah, il puisse en gros déjà piocher dans ce qui a été développé et éventuellement s'en inspirer. Alors, pour être un petit peu plus concret… Pour compléter, on est assez précis hein, dans ce framework. Les fiches qui renseignent chaque cas d'usage vont mettre en avant les méthodes, les données dont on a besoin. Et ça doit permettre à chacun de contribuer. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de data scientist chez moi que je n'ai pas de données, donc je peux peut-être mettre à disposition. Et inversement, cette sandbox pourra piocher dans les algorithmes demandés par les différents membres du campus pour enrichir sa plateforme et mettre à disposition les bonnes librairies. Tout ça étant effectivement croisé donc avec les référentiels habituels, hein, Mitre Attaque et Mitre Défense. Alors, les cas d'usage qu'on a identifiés, ils font donc partie de ce premier livrable qui introduit l'IA et la cybersécurité. Donc, il y a en fait 2 parties quelque part. Il y a une première partie qui essaye d'expliciter les apports de l'IA en cybersécurité. Donc, il y a une introduction à l'IA. Donc, c'est l'IA pour les gens de la cyber. Puis ensuite, il y a une introduction à la cybersécurité, peut-être qu'il y a plus une introduction à la cybersécurité pour les gens de l'IA.
Et après ça, on essaye de délimiter quels sont les apports de l'IA pour la cybersécurité, c'est-à-dire ce que l'IA peut faire, et j'ai envie de dire surtout ce que l'IA ne peut pas faire. L'IA, ça peut évidemment pas faire tout. Ce qu'on pense, c'est que la cybersécurité peut bénéficier d'un certain nombre de techniques de l'IA, et c'est ça qu'on met en avant. Donc évidemment, tout ça a été rédigé par nos membres. C'est un document qui doit faire une 60aine de pages, en gros, en ce moment, et on est en train de l'affiner. La deuxième partie, c'est beaucoup plus précis et concret, on va dire, c'est vraiment de lister, donc on en a 9 ici, cas d'usage dans lequel on explicite le besoin cyber, les données nécessaires, les algorithmes IA utilisés, et on essaye de montrer si ce cas d'usage pourra être implémenté sur le campus, donc dans la sandbox dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, et les 3 en rouge, c'est ceux qu'on a sélectionnés que je vais vous présenter juste après. Et puis, on termine par quelque chose qui est important, je pense, un référence et un glossaire. On a un glossaire en IA et un glossaire en cybersécurité. Donc, chacun d'entre nous, nous sommes en train, en fait, d'enrichir ce glossaire et probablement qu'il va vivre et qu'il va rajouter un certain nombre de choses. Si vous lisez des mots bizarres en IA, bah, c'est là que vous irez pour avoir la définition de la chose. Et il y a plein de mots bizarres en IA. Je dirais qu'il y a plein de mots aussi bizarres en cybersécurité. Donc voilà le livre blanc qui devrait sortir d'ici mi-février, on espère. Alors les 3 cas d'usage qu'on a identifiés, je vais les décrire peut-être assez rapidement malgré tout. Donc ils sont en train d'être définis de façon précise. Le but, c'est de les implémenter et de les poser à l'ouverture de la sandbox, donc de la plateforme IA, de façon à ce que les gens du campus puissent venir avec une tasse à café d'une main et pianoter sur la machine pour voir comment ça se passe, tout ça. Donc le premier, ça concerne la lutte contre le typo-squatting. Donc vous ne voyez pas très bien, mais en gros, vous êtes par exemple BNP Paribas, donc vous tapez le nom de votre URL bnpparibas.com dans cet outil Twist, la DNS Twist, et on va vous proposer toute une série de variations de votre site. Donc vous ne les lisez pas, mais il y a par exemple BNPI, RIBA, ou bien BN Priba aussi, c'est un autre site. Donc, on va générer ces sites et ensuite, avec des règles très simples, on va lever des alertes sur certains sites qui manifestement posent problème. Donc, ça, c'est assez simple à faire, il n'y a pas besoin d'IA. La deuxième étape où on va vraiment utiliser de l'IA, c'est en fait de dire, eh bien, cette alerte qu'on remonte, on a envie de l'enrichir en expliquant un petit peu mieux ce qui se passe. Et pour ça, on va utiliser des techniques d'intelligence artificielle, de Natural Language Processing, de traitement automatique du texte, pour en fait regarder quelle est la similitude du point de vue des concepts extraits par IA de la page BNP Paribas et des concepts extraits de la page BNP Paribas. Et selon cette similitude, eh bien, on pourra ainsi forcer ou aider le recours en fait à des interventions d'urgence sur certains sites un petit peu plus problématiques que d'autres. Donc tout ça, les données sont très simples puisqu'il suffit d'une URL. Les algorithmes en fait, seraient fournis par un logiciel spécialisé de Natural Language Processing et vous pourrez jouer et venir taper votre URL pour voir ce qu'on vous propose. Le deuxième cas d'usage, donc le cas d'usage numéro 5, là il s'agit des attaques des DOS, donc les attaques qui consistent à augmenter le volume des requêtes entrantes. On a utilisé pour ça un article scientifique dont la référence est ici. On a pris des données qui sont des données publiques, qui sont fournies par le Canada, si mes souvenirs sont bons. Et le gros avantage de ces données, c'est que beaucoup des techniques d'IA pour la cybersécurité, en tous les cas, sont essayées ou testées sur ça. Donc ça donne une très bonne façon de benchmarker son algorithme contre les algorithmes existants sur le marché. Ensuite, on extrait, donc on a besoin de données de requêtes sur un site, bien sûr.
À partir de ces requêtes, on va extraire les variables du flow avec cet outil-là, qui est un outil public à nouveau. Et puis, on va entraîner ce qu'on appelle un auto-encodeur en intelligence artificielle, donc quelque chose qui va permettre d'encoder le flow. Et on va faire ça sur un jour sans attaque. Le premier jour des données dont je parle sont des données sans attaque. Une fois qu'on a fait ça, on mesure les erreurs produites par cet encodeur sur les données du jour 1. Et il n'y a plus qu'à est souvent la partie pas facile, il n'y a plus qu'à calibrer les écarts qu'on observe sur les autres jours où il y a des attaques. Et bien entendu, dès que les erreurs sont élevées, au-dessus d'un certain seuil d'alerte, eh bien on peut comme ça détecter les attaques et on testera sur le dernier jour. Donc, vous voyez qu'on va ici assez en profondeur dans le détail de ce qu'on veut faire, avec deux volontés. Avoir des données ouvertes, accessibles à tous, et deuxièmement, utiliser des techniques assez simples. La technique d'auto-encodeur, c'est une technique vraiment de base en IA, qui est assez simple à apprendre, entre guillemets, pour quelqu'un qui débute. Le troisième cas, c'est un contrôle d'élévation de privilèges irrégulière. Donc là, c'est le cas d'un vol de compte. Donc, vous voulez obtenir des privilèges plus élevés que ce que vous auriez droit. Par exemple, vous voulez vous donner des privilèges d'admin pour évidemment faire des choses un peu particulières. Et là, on a besoin des logs d'événements. Vous avez ici les codes correspondants. Et la question, c'est comment on trouve des données. Donc, vous voyez que sur ce cas-là, on n'a pas encore résolu le problème des données réelles qui pourraient être anonymisées. Et s'il y a autour de cette table-là, virtuelle, parmi les 43 participants, quelqu'un qui veut donner ces données, on est prêt, on est très, très intéressé. Et Maxime, je crois, a prévu de mettre au point une petite mécanique pour anonymiser complètement ces données de façon à ce qu'elles puissent être utilisées. Donc, une fois qu'on a fait ça, on génère des variables et des variables composites. Et puis, on prévoit plusieurs modèles de détection qui vont permettre de détecter les problèmes selon les niveaux de sensibilité. Il s'agit de forêt d'arbres ou de random forest, comme on dit. Donc, voilà les trois cas, vous voyez, qui sont concrets. Ils sont proches de besoins de cyber et ils utilisent des techniques d'IA qui vont permettre petit à petit de monter en puissance. Merci François. Alors, à toi. Alors du coup, si on s'intéresse aux enseignements de l'autre livrable, alors comment on a procédé? En fait, on a pris un projet de machine learning réel dans un grand compte et on l'a anonymisé évidemment en input de nos différents ateliers et nous avons déroulé intégralement la méthodologie EBIOS-CRM. Alors on a un peu plus d'occurrences d'ateliers que ceux qui sont identifiés dans la méthodologie, j'y reviendrai pour plus tard, pour déjà voir concrètement les questions qu'on se pose et les réponses qu'on peut y apporter. Et l'objectif de cette première phase était de pouvoir prendre du recul en parallèle sur les questions qu'on se posait en tant qu'expert cybersécurité, qui sont spécifiques à un projet machine learning et qu'on ne se serait pas posé dans le cas de projets plus classiques. Alors, s'il nous a fallu un petit peu de temps et d'occurrence, parce que on avait autant de data scientists et peu de vernis cybersécurité que d'experts sécurité avec peu de vernis en data science, et puis quand même un troisième tiers, on va dire, des effectifs qui étaient initiés au moins dans les deux domaines. Donc, il a fallu faire fonctionner tout le monde ensemble. En tout cas, on en a retiré pas mal d'enseignements de cette analyse-là. L'analyse complète, on la documente en annexe du livrable et ça fait une trentaine ou une quarantaine de pages de mémoire. Il y a beaucoup de schémas, hein, ça prend de la place. Et par contre, on a donc deux parties importantes. La première qui repose les fondamentaux techniques de ce que c'est qu'un système qui s'appuie sur du machine learning pour un expert cybersécurité. Donc, quelles sont les composants techniques clés qu'on va avoir classiquement sur un projet de machine learning, quelles sont les parties prenantes et leurs spécificités aussi sur un projet de machine learning. Et puis, dans la deuxième partie, c'est la partie la plus riche à mon sens, qui est celle où on se pose les bonnes questions. Donc, je vais dresser dans les prochains slides quelques enseignements tirés d'une première relecture de cette analyse. Alors, au démarrage déjà d'un projet, la finalité de l'exploitation de l'application, de l'API qui peut être codée avec le modèle entraîné en machine learning,
elle est extrêmement importante et c'est une question à poser dès le démarrage du projet au métier. Est-ce que vous souhaitez augmenter un utilisateur, un expert ou un utilisateur métier, et donc lui donner une préconisation et à lui de décider ce qu'il en fait ou pas de cette préconisation, ou est-ce qu'on rentre dans une chaîne d'automatisation? Et en fait, on peut avoir des projets qui délivrent des bons résultats, et puis mettre une API à consommer, et tout à coup, on se retrouve dans une chaîne d'API derrière des sites web, derrière des applications internes qui vont consommer l'output d'un algorithme. Et là, ça change complètement l'approche qu'on peut avoir sur l'étude des risques et justement les impacts que ça peut avoir sur l'entreprise. Notre préconisation, c'est en cas d'automatisation, d'imposer le monitoring pour détecter les déviations ou les usages malicieux, malveillants de cette API, de la consommation de cette API. Le deuxième enseignement qu'on en a tiré, c'est d'être très focus, hein, les 2 et 3, sur la data. En fait, il faut quand même se poser la question des sources de données. Plus on a de sources de données diverses, plus elles sont variées, plus elles sont riches du coup, et plus on peut avoir des algorithmes précis qui vont donner des résultats fiables. Sauf que si ces données sont externes, il faut s'assurer qu'elles restent disponibles, et ça, ce n'est pas toujours le cas, on a pu l'observer dans la vraie vie. Il faut s'assurer qu'elles restent fiables dans le temps, et puis peut-être se poser les questions de l'anonymisation, de la réglementation, de la légalité hein, finalement de la consommation de ces données, et voir du coup comment tout ça s'inscrit dans une stratégie plus globale. On y reviendra dans les mesures qu'on préconise à la fin du livrable. Sur la chaîne d'approvisionnement des données, on a quand même quelques points clés qui sont sensibles. Les acteurs qui peuvent manipuler ces données, ils ne sont pas tout à fait les mêmes que dans un projet classique, parce qu'il y a une phase d'entraînement et de validation qui intervient entre le développement et la mise en production, où les data scientists vont énormément travailler sur les données, en tout cas sur des extraits de ces données pour entraîner leurs algorithmes, pour les tester, pour valider leur pertinence, dans des environnements de travail qui seront plus ou moins sécurisés. Et il y a de vraies grosses questions à se poser sur le projet, ce que vous allez être amené à accompagner en tant qu'expert sécurité, sur quels sont ces environnements de travail. On a pu observer des data scientists qui partaient avec leur petit MacBook Pro et leur petit disque dur et des extracts de données pour pouvoir travailler leurs algorithmes chez eux hors site. Et on voit toutes les conséquences que ça peut avoir d'un point de vue cyber. Et enfin, donc, on a deux questions à vraiment se poser au démarrage sur la partie modèle. Est-ce que je vais consommer un modèle pré-entraîné et que j'intègre directement dans mon projet informatique dans l'entreprise? Et si oui, ce modèle, est-ce qu'il a été entraîné sur des données non polluées, au sens cybersécurité du terme? Donc, est-ce qu'il est corrompu? Est-ce qu'il y a une backdoor qui permet de ne pas apparaître dans les signaux qui sont output du modèle? Est-ce que ce modèle a été entraîné sur des données légitimes? Auquel cas, moi, je peux m'exposer, je peux exposer la responsabilité de mon entreprise. Et puis, plus technique, enfin plus classique hein, dans la cyber, c'est qui accède au modèle dans les phases de développement, d'entraînement, de validation et de production. Alors, on a précisé en rayé voilà, qu'il fallait éviter les modèles auto-apprenants, qui sont en fait des modèles qui vont se remettre à jour en continu, et du coup, il n'y aura plus de contrôle humain sur qui accède au modèle et comment le polluer. Donc voilà les 5 enseignements qu'on a pu en retirer. Derrière, on a une liste de mesures. Alors, on en a, je crois, 11 de mémoire qui ont été identifiées, 4 qui sont plutôt des bonnes pratiques organisationnelles. Une qui est très générique, c'est il faut mettre en place au niveau de l'entreprise un comité qui va dire on peut faire tel cas d'usage de l'intelligence artificielle sur tel domaine, mais avec telle limite dans notre entreprise. Par exemple, on peut avoir de l'IA qui peut aider les services RH, mais attention à ce qu'on va consommer comme données et attention aux outputs qu'on pourrait fournir au RH. Et puis, quels sont les risques aussi pour l'entreprise en fonction des données qu'on va ingurgiter, faire ingérer dans les intelligences artificielles, dans les modèles. Et aussi, attention aussi aux usages. Est-ce qu'on peut avoir des usages qui, automatisés, peuvent faire porter un risque cyber à l'entreprise? Le deuxième et le troisième sont très centrés sur les équipes qui vont travailler en data science sur les modèles. Donc, il y a une première section qui est plus sur les droits et devoirs et les risques hein, qui sont associés en manipulant les informations qu'on va leur donner, leur mettre à disposition. Et le deuxième, c'est vraiment de la formation, donc la formation pratique avec des TP sur comment je peux manipuler des données, comment j'anonymise un dataset tout simplement, comment je le chiffre, avec quel chiffrement, les clés, comment je les gère,
Et puis, les techniques d'apprentissage distribué qui peuvent être une solution. Et donc, il faut former vos data scientists à de la data science avancée avec les techniques d'apprentissage distribué. Ça peut permettre de régler quelques problématiques réglementaires autour de la data et au développement sécurisé, bonnes pratiques de développement sécurisé. Voilà, je vais passer vite sur les mesures. Sur les mesures plus techniques, je vais focaliser mon attention sur une seule, donc c'est celle sur l'environnement d'entraînement. On s'est rendu compte que finalement, dans les environnements de développement, on a besoin de donner beaucoup de droits parce qu'on développe, on compile son code. Derrière, il y a une phase d'entraînement, puis de validation des modèles. Sur la phase d'entraînement, il faut que cet environnement soit isolé parce qu'on va donner accès aux données de manière importante au data scientist qui va justement entraîner son modèle. Et c'est la phase la plus critique dans la chaîne de liaison, dans le pipeline machine learning, sur laquelle l'attaquant pourra modifier le comportement du modèle. Donc c'est là où on va pouvoir réaliser le plus les attaques qui sont spécifiques au machine learning et qui ne sont pas des attaques classiques informatiques sur une application. Donc c'est vraiment un environnement sur lequel il faut focaliser son attention. Je pense qu'on détaillera un peu plus tard dans un livrage spécifique l'ensemble des bonnes pratiques qui y sont liées. Alors, les prochaines étapes, Françoise. Ouais. Les prochaines étapes, donc en gros peut-être la question que vous vous posez, c'est comment vous pouvez contribuer au groupe de travail. Et comme vous avez vu, en fait, sur les cas d'usage, plus vous enverrez de cas d'usage et plus on pourra enrichir le retour qu'on est en train de vous faire, et plus également on pourra poser de cas d'usage sur la plateforme qui sera installée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire très souvent, en fait, des jeux de données, qu'ils soient publics ou qu'ils soient anonymisés. Donc, si vous avez des cas d'usage, et j'ai vu qu'il y a une très bonne question qu'on va prendre juste après sur le sujet. Elle me plaît beaucoup, cette question. Donc, transmettez-nous vos jeux de données publics ou anonymisés. Enfin, contactez-nous pour toutes ces parties. Donc, les livrables qu'on vient de vous présenter, en gros, il y en a donc 2 pour l'instant. Le livre blanc de synthèse sur les cas d'usage et la plateforme qui va être installée à l'ouverture. Et puis, donc, ce document que Maxime vient de vous présenter sur EBIOS Risk Management pour les projets IA. L'IA, ça peut être attaqué de façon assez sévère malgré tout, et c'est quelque chose d'important. Juste derrière ça, dès qu'on aura fini, la question qu'on va aborder, en fait, il y aura 2 questions qu'on va aborder, c'est de faire une cartographie des startups IA et cyber. L'idée étant toujours build or buy, c'est-à-dire si vous voulez construire vous-même, c'est une solution, mais vous pouvez pouvoir vous appliquer vous appuyer sur des startups qui sont déjà spécialisées sur le sujet. Donc, on veut vous donner une visibilité sur l'écosystème des startups qui ont à la fois de l'IA et de la cyber. Et puis le deuxième sujet, c'est la question de la formation. Clairement, il y a un sujet de formation à l'IA pour la communauté cyber. Ce n'est pas une formation IA standard, donc on pense mettre en œuvre un certain nombre d'outils, donc soit des petites capsules vidéo pour enseigner l'IA de base, et puis par ailleurs des travaux pratiques sur la base de cas d'usage qui seront sans doute mis en œuvre sur la plateforme. Donc voilà ce qu'on a en tête pour la suite des travaux, ce qui va démarrer probablement mi-février, début mars, et qui va nous entraîner sans doute très largement jusqu'à l'automne, si pas plus loin. Voilà. Tu dis que tu veux à nouveau les slides avec nos emails? Voilà. Ça, c'est pour Joël. Je clique loin, c'est long. Donc maintenant, on attend vos questions. Alors j'ai vu une question d'Emmanuel Couturier, donc de Safran, sur la propriété intellectuelle. Donc c'est une question qu'on s'est posée. En fait, la sandbox qui sera installée a vocation à aider les gens à faire de l'expérimentation. On va y mettre un certain nombre de TP, de cas d'usage préimplémentés. Les 9 qui ont été identifiés là et plus encore parce qu'on aura plein de contributions de l'ensemble des équipes sécurité de la place sur les besoins. Et donc derrière, à chacun de voir ce qu'il veut en faire. Donc ça, il n'y aura pas de propriété intellectuelle, je pense. On est sur des algorithmes publics, on se nourrit de papiers de recherche qui ont été publiés. Par contre, si tout à coup, en travaillant sur les algos, les data,
quelqu'un a une bonne idée, monte sa société avec, la propriété intellectuelle se posera dans le cadre de la création de valeur qui peut être faite dessus. Dit autrement, dans la partie pure sandbox en SaaS sur des données publiques, probablement l'IP, là, il n'y a pas de question, elle est entièrement au campus. Dans la partie test before invest, bah, c'est vos données, c'est vous qui testez, la propriété vous appartient. Et puis dans la partie, bien sûr, complètement on-premise chez le bénéficiaire, c'est l'IP complètement chez vous. Moi, la question qui me plaisait beaucoup, c'est celle au-dessus, toujours d'Emmanuel. Avez-vous prévu de traiter le cas d'usage OT, IoT avec quelle cible? Alors, ce cas d'usage-là, c'était un cas d'usage numéro, je ne sais plus combien, le cas d'usage numéro 4. Donc, la réponse à la question, oui, on l'a identifié, oui, on s'est posé la question, et non, on ne l'a pas implémenté, tout simplement parce que la question, c'est les données. Donc, on sera ravis de discuter avec vous pour avancer, si vous voulez, sur ce cas d'usage. Si vous êtes prêt à fournir des données anonymisées et tout bien comme il faut pour que ce soit bien protégé, en fait, on peut parfaitement regarder ce cas d'usage. Ouais, c'est un des cas d'usage qu'on verra dans la phase 2, enfin, qui est facile à implémenter dans la vague 2, donc avec une sandbox on-prem du campus. Ce qui nous manque, c'est les data, hein. Et c'était pareil sur un certain nombre d'événements où on a déjà de l'algorithmie. Enfin, c'est pas si compliqué que ça, mais il faut construire le dataset, hein, les datasets dont on a besoin. C'est ça la question. Partager. Donc, autre question, je n'en vois pas d'autres. Personne d'autre n'a de questions? Éventuellement, si vous voulez, au lieu de taper, si vous voulez lever la main, c'est facile, hein, vous pouvez cliquer là sur la petite icône, comme je fais là en ce moment. Voilà, j'ai cliqué. Donc, vous pouvez le faire également, si quelqu'un a une question. On a été trop précis? S'il n'y a pas plus de questions, enfin, on peut laisser encore une minute, mais sinon, on va peut-être clore la session doucement. Bon, pour résumer, moi, ce que j'ai vu là du GT jusqu'à présent, très grosse participation et très haut niveau d'ouverture et très haut niveau intellectuel aussi. Enfin, il y a quand même du contenu, de la richesse qui a été produite par les différents contributeurs. Là où on va avoir un point de blocage, et si on veut vraiment transformer, passer à l'échelle et apporter vraiment de la valeur pour tous les participants, tous les membres du campus, ça va être sur la construction de datasets. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec nos équipes là, pour développer des scripts d'anonymisation sur des logs SIEM, des logs Active Directory, enfin des choses assez basiques, hein, des logs réseau. Mais on a besoin de créer ces datasets pour que les étudiants, les chercheurs, les startups, les industriels puissent s'amuser un petit peu avec la sandbox et créer des choses avec. L'objectif, c'est vraiment ça, c'est de créer des choses avec. Et on ne peut pas faire que des études papier, la sélection d'articles universitaires et les tester sans les data, quoi. Absolument. Donc, on a une grosse réflexion en ce moment sur les data open. Donc là, il y a pas mal de choses qui ont été identifiées dans les références et qu'on va mettre dans la sandbox. Maintenant, il faut enrichir ça avec des données réelles pour que ça fasse du sens, hein, sur le campus. Peut-être on pourrait poser une question générale sur ce que vous attendez quelque part de ce groupe de travail, puisque le groupe de travail, il est limité en taille, hein, puisqu'on voulait pouvoir travailler de façon efficace. Il y a un certain nombre de personnes qui souhaitaient participer au groupe de travail et qui n'ont pas pu se joindre à nous à cause du nombre de personnes. Donc peut-être c'est le moment ou jamais de dire ce que vous aimeriez avoir que vous ne voyez pas. N'hésitez pas à le partager dans le chat. Je ne pense pas qu'on puisse ouvrir la parole à tout le monde autour de la table. Pardon, oui. Donc j'ai dit des bêtises quand je dis de lever la main. Non, mais c'est pour être sûr de pouvoir capter tout le monde, en tout cas, si jamais il y a des échanges. Je ne vois pas d'autres discussions, mais on discutera donc avec Emmanuel Couturier très volontiers. Il faut qu'on discute avec le GT Formation, ça c'est clair. C'est prévu. Il faut qu'on le fasse. De la même manière, il va y avoir des discussions aussi avec le GT ressources mutualisées, entre autres pour
bien structurer les différents communs qui vont être produits, en tout cas les premiers, à travers les premiers cas d'usage. Mais ça, effectivement, c'est un travail qui va être en commun et entre différents GT. Oui. Euh, Est-ce que je peux poser une question très bête aux gens qui sont là? Parmi vous, et juste répondez plus, hein, parmi vous, est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressés à utiliser cette sandbox? Plus un. Et parmi vous, est-ce qu'il y a des gens qui seraient prêts à partager un use case avec des données? Plus un. Donc vous pouvez, moi ce que j'attends, c'est que vous répondiez plus un, bien sûr. Vous pouvez y aller là, allez-y. Effondrez, faites une attaque DDoS là sur le chat. Et effondrez le chat. 2, ok. 2, ok. Ensuite 2, très bien, magnifique. Oh là là, 2, j'aime. Merci. Plus un, vous avez fait l'addition directe. Ok. Ouais. Donc, il y en a 4 qui sont prêts à tout. On va le dire comme ça. Plus un, mais sur lequel? Plus un, 0 ensuite, je suppose. Hein. Ou 0 plus 1. Ah, plus un sandbox, oui, d'accord. Ok. Bon, ok. Bah, écoute, on a 1, 2, 3, 4 personnes, 5 personnes à voir. Excellent. Ok, très bien. Merci à tous, merci d'être venus nombreux à notre deuxième Insider. Évidemment, on va continuer à programmer des Insiders à peu près sur le même rythme, donc de 1 fois par mois. Le sujet du prochain Insider n'est pas encore complètement arrêté, donc je ne vais pas vous l'annoncer aujourd'hui. Normalement, on va faire en sorte de pouvoir vous mettre en accès la vidéo pour que vous puissiez la réviser. Et puis, l'ensemble des documents qui vont être produits seront accessibles via le futur site web dont Yann a parlé tout à l'heure. Et en plus, on rendra aussi accessibles différentes publications via le wiki du campus et du studio. Donc ne vous inquiétez pas, on va peut-être pas vous envoyer tout de suite les vidéos, il faut qu'on ait encore les outils de diffusion mis à disposition, mais ça ne serait tardé, en tout cas dans le premier trimestre de cette année, on va les avoir. Ok. Merci à vous tous. Merci très bien. Merci à vous. Françoise. Et n'hésitez pas à nous contacter par mail. Au revoir, bonne journée à tous.